Donc le néodyme est une terre rare, donc je vous ai déjà parlé du barium, du radium, on a parlé plutôt du thorium. Maintenant on va s'adresser à un élément chimique dont la concentration dans l'océan est de l'ordre de la nanomole. Pardon, de la picomole par litre et du nanogramme. La picomole par litre. C'est une terre rare, les terres rares c'est 14 éléments chimiques qui correspondent en fait, donc c'est la famille des lanthanides, en termes de chimie, c'est le remplissage de la couche électronique 4F, c'est-à-dire qu'ils ont tous à la périphérie 3 électrons, presque tous. Donc ils sont capables de passer sous forme 3+ dans les réactions chimiques. Mais au fur et à mesure qu'on va aller de lui à lui, ils vont être de plus en plus lourds parce qu'il y a la couche électronique qui se remplit. Et vont être plus contractés aussi parce qu'on va avoir, et donc le rayon ionique va diminuer, parce qu'on va avoir une contraction due au fait qu'on a plus de charge électronique, et donc on va avoir plus d'attraction avec le noyau central. Et entre les différentes terres rares, du coup, dans les réactions chimiques, c'est une famille qui devra avoir à peu près partout le même comportement, mais non, il y a des petits fractionnements, et ces fractionnements ont été énormément utilisés en géochimie du manteau en particulier. Dans l'océan, qu'est-ce que le spectre de terres rares, c'est ça. Alors bon, c'est un spectre qui a été fait de façon très précise parce qu'il a été fait par dilution isotopique. Aujourd'hui, avec les ICP-MS, on est capable de mesurer toutes les terres rares, y compris les mono-isotopiques qui sont absents ici. Mais j'aime bien le montrer parce que avec les mesures d'ICP-MS et les mono-isotopiques, il y a quelques interférences. Des fois, on a des trucs bizarres qui sortent. Donc, on fait très très attention à ne pas être pollué par les interférences. Voilà. Donc là, c'est typiquement, vous avez du lanthane, ici, relativement abondant. Et puis, alors c'est le spectre, pardon, pour ceux qui ne sont pas familiers des terres rares. Là, j'aurais dû la montrer. Si vous n'avez pas de fractionnement entre toutes les terres rares dans un milieu donné, le spectre devrait avoir cette tête-là, c'est-à-dire être tout plat. Parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est l'abondance des terres rares naturelles, c'est un zigzag. Et donc, comme on ne veut pas s'embêter avec cette abondance en zigzag, on normalise tout à une référence. Et donc, quand vous voyez un spectre comme ça, c'est les changements par rapport à cette référence. Donc, en eau de mer, on a une référence qui n'est pas celle des gens qui travaillent sur le manteau. Donc, des fois, on fait des acrobaties pour comparer l'un à l'autre. Mais on a une référence, les marins, et s'il n'y a pas de fractionnement entre les différentes terres rares dans le milieu, vous allez avoir, par exemple, ça. Voilà, un truc tout droit. Et puis, vous voyez bien que vous n'avez pas un truc tout droit, c'est-à-dire que vous avez d'abord plus de terres rares lourdes que de terres rares légères. Il y a un V ici qui correspond à ce qu'on appelle l'anomalie de cérium, je vais y revenir. Donc lanthane, cérium, et puis ici il y a le néodyme, dont on va beaucoup parler, puis après il y a toutes les terres rares. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur les terres rares. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces fractionnements sont très utiles aussi pour comprendre les échanges dissous particuliers, car bien sûr le fait qu'il y ait une anomalie de cérium par rapport à eux, et que cela soit plus concentré que cela, c'est dû à la capacité d'être soustrait ou pas par les particules. Les terres rares sont complexées par les carbonates dans l'eau de mer. Ceux-là sont plus solubles que ceux-là. Donc vous avez cette disparition ici. Et alors en particulier le cérium, lui, il s'oxyde sous forme 4, c'est le seul. Et quand il est oxydé sous forme 4, il part avec les oxydes de manganèse et il disparaît de la colonne d'eau. Voilà. Donc ça c'était un petit aperçu. Mais le néodyme donc, est une terre rare. Donc l'intérêt c'est de mesurer sa concentration, parce que, avec les autres, parce que vous avez plein d'informations sur les processus, et sa composition isotopique. 7 isotopes, sur les 7 isotopes, il y en a un qui varie, c'est le 143, et je vais tout de suite vous dire pourquoi. Bon, l'abondance des isotopes est assez sympathique, c'est un outil très sympa pour ça, en particulier pour sa mesure. Mais les 7 isotopes sont stables. Alors ça, c'est très important. On n'est pas dans la radioactivité. C'est fini, on a quitté la radioactivité. On est dans ce qu'on appelle des radiogéniques au niveau des atomes. Les 7 sont stables. Le néodyme 143 provient de la désintégration du samarium 147. Et donc, c'est un fils, mais une fois qu'il est produit, lui, il ne se désintègre plus. D'accord? Et la période du samarium, c'est une période très longue. Et on mesure l'abondance du 143 qu'on compare à celle d'un qui n'est pas un fils, ni un père, ni rien du tout, qui est particulièrement stable dans le milieu. Et on compare ce rapport que l'on mesure à une référence, on retire 1 et on multiplie par 10 pi. Pourquoi cette cuisine? Pourquoi exprimer sous forme d'epsilon? Cette variation ici de rapport, elle va s'adresser, elle est significative à la 4e décimale, donc il faut mesurer très précisément dans un spectromètre de masse. Si ce rapport est égal à celui-là, vous allez avoir une valeur de 1, votre epsilon il va être égal à 0,
D'accord? Si au contraire l'échantillon est plus riche que la référence, eh bien l'epsilon va être, là ici vous avez un truc supérieur à 1, l'epsilon sera positif. S'il est plus pauvre, l'epsilon sera négatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'échantillon est riche en 143, epsilon est positif. Quand il est pauvre en 143, epsilon est négatif. Pourquoi on multiplie par 10 puissance 4? C'est pour ne pas trimballer des 0, 512, 7, 8, 5, que l'on compare à 0, 512, 7, 3, 4, et que alors avec epsilon, on a, vous allez voir tout de suite, une échelle de comparaison très sympa. Je vous le montre tout de suite. Pourquoi on s'adresse aux concentrations et aux compositions isotopiques, et quel est l'avantage d'avoir un isotope par rapport à la concentration? Alors j'illustre ça moi avec, on a cherché dans mon équipe à illustrer ça le mieux possible. J'aime bien celui-là parce qu'on parle de particules et on parle d'océan. Vous avez ici une composition isotopique de l'eau représentée par du bleu qui est plus forte que celle de la particule qui est représentée par du orange. Vous imaginez une particule qui tombe de la surface vers le fond et au fur et à mesure elle se dissout. Elle a une composition isotopique donnée, un rapport 143-144, puis elle va le perdre. Puis bon, comme il n'y a pas beaucoup de particules dans l'eau, elle ne change pas beaucoup la valeur de l'eau. Et par contre, on voit la concentration dans la particule diminuer et on ne voit pas la composition isotopique bouger. On fait un bilan, on dit bon, ben, on a perdu du temps. Maintenant, vous imaginez qu'il se passe un autre truc, ce qui en fait se passe vraiment dans la réalité, dans la mer, c'est que vous avez une dissolution, puis après vous avez de l'absorption, de la reprécipitation, des échanges entre la phase dissoute et la phase particulière. Ça ne reste pas comme ça, je traverse, je perds, il ne se passe rien. Alors, comment on va mélanger du bleu et du jaune au niveau composition isotopique? Il faut imaginer que vous l'avez par une couleur, vous avez du bleu qui va se reprécipiter, votre particule devient verte. Et si vous mesurez la concentration, imaginez qu'il s'est passé autant de départ que d'apport. Concentration, elle peut bouger. Vous mesurez là, vous dites il ne s'est rien passé. Vous mesurez la composition isotopique, vous dites il s'est passé quelque chose, parce que sinon elle ne serait pas devenue verte, ma particule. Donc, c'est très important de voir que les concentrations vont refléter une balance entre les apports et les départs, alors que la composition isotopique permet de signer des échanges entre les apports et les départs. Donc ça, je passe dessus. Je vous montre ici une carte que j'ai établie avec Thomas Arzouz en 2007. Alors, on comprendra pourquoi je ne me suis particulièrement pas intéressée au cœur des continents. Ça, c'était vraiment déjà un gros boulot. Ça représentait 180 articles à lire de géologues qui, des fois, oublient de dire où ils sont en latitude et longitude, ce qui m'a beaucoup agacée. Je vous jure, ils disent ah bah c'est l'affleurement machin à tel endroit, alors il faut trouver dans Google Earth où est tel endroit dans tel pays, et parce que les océanographes, s'ils n'ont pas la latitude et la longitude, ils sont perdus. Voilà. Donc voilà. Donc ça m'a fait bizarre, mais j'ai tout absorbé la littérature. Pourquoi? Parce que on voulait déterminer la composition isotopique de tous les bassins versants du monde. Vous comprendrez très vite pourquoi après. C'est ce qu'on a fait. Vous voyez qu'à la surface de la Terre, cette composition isotopique, c'est un patchwork de couleurs. La gamme de couleurs d'epsilon, elle est représentée ici. Les traits négatifs, ils sont bleus, comme l'eau froide, et les positifs, ils sont rouges, comme l'eau chaude. Entre les deux, j'ai toute la palette. Alors, ce que vous observez très rapidement, c'est que quand on est ici, ou autour de l'Antarctique d'ailleurs, et une partie d'Australie, c'est là qu'on va avoir les terrains les plus appauvris en 143 néodymes, donc les plus négatifs, et ici vous êtes plutôt dans les trucs intermédiaires, Cambrie. Alors en fait ça correspond à la fois à l'âge et à la fois à la géochimie, à la nature du caillou. Je ne peux pas dans le cadre de ce cours passer sur tous les détails de la raison pour laquelle on a ce patchwork, mais ce qui est sûr c'est que les vieux terrains granitiques sont négatifs et les jeunes terrains volcaniques du Tour du Pacifique sont radiogéniques. Les valeurs aujourd'hui, c'est moins 50 à plus 13. Sur cette carte, on est déjà de moins 38 à plus 4. Et ça, c'est epsilon. Alors bon, c'est 511 machin d'un côté, 513 bidule de l'autre, mais avec epsilon, eh ben, on se balade dans une gamme avec des chiffres très pratiques à manipuler. Donc les compositions, c'est pour ça que je vous ai mis la vraie gamme, mais sur cette carte, c'est un petit peu plus réduit. Voilà, et que se passe-t-il dans l'océan en même temps? Donc vous vous rappelez la circulation thermohaline, et quand j'ai commencé à travailler sur la composition isotopique du néodyme, il y avait très très peu de données dans l'océan, mais on savait que dans l'océan Atlantique Nord il était à moins 15, et on savait que dans l'océan Pacifique Nord il était à peu près à moins 5, d'ailleurs on a beau faire des mesures, ça n'a pas beaucoup changé. C'est toujours moins 15, moins 13, c'est-à-dire que de fait il y avait très très peu de données. Il y a 3 profils. Il faut croire en la géochimie, c'est incroyable. C'est un truc d'aller croyant en la géochimie, mais il a raison.
Parce que on avait ces valeurs de composition isotopique là, alors tu montres 3 profils à des océanographes qui en font, pour la sanité, ils en font toutes les minutes. Elle est folle, je vous jure. Ah, mais c'était comme ça, hein. Vraiment, elle est exotique, elle est folle et tout. Et donc vous avez le moins 15 au départ, et puis ça monte à moins 5 dans le Pacifique, le long de la circulation thermohaline, et en même temps, ce qui était quand même très très préoccupant, c'est que la concentration, elle faisait que doubler. Or, pour aller de moins 15 à moins 5, finalement vous avez des continents négatifs ici, vous avez des continents, je vous l'ai montré, la bordure qui est très rouge ici, donc finalement oui, il y a des apports avec... Sauf que pour expliquer de faire un volume d'Atlantique Nord à cette valeur-là, vers un volume de Pacifique à cette valeur-là, il fallait en amener de la composition du néodyme, et beaucoup plus que ce que l'on a observé avec le doublement des concentrations. Donc c'est qu'il se passait quelque chose qu'on a appelé le paradoxe du néodyme. Alors je vous montre ici maintenant les dernières compilations que François a faites, François Lacan en 2012, mais depuis... dans les années 90, on était 2 laboratoires au monde à mesurer le néodyme dans l'océan. Après que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Wasserburg avait mis un étudiant qui s'appelait Pilgras à le faire dans les années 80. Et puis, Pilgras, il a fini sa thèse. Et puis, alors, on était dans un monde où vous aviez d'un côté les océanographes qui faisaient de la circulation et puis des flux de carbone. Personne ne croyait trop que ce machin allait pouvoir servir. Et puis vous aviez de l'autre côté les effets de communauté, vous savez, c'est très très fort. De l'autre côté, les géochimistes terrestres, Wasserburg, Allègre, etc., qui, eux, faisaient du néodyme pour des besoins continentaux. Et j'ai eu la chance de me trouver au milieu et de lire les papiers de Pilgras, parce que d'un coup, je me suis dit, mais ce machin, mais pourquoi on passe de l'Atlantique au Pacifique avec ces changements-là? Pourquoi dans la colondo-atlantique il y a un profil de zigzagant, d'où ça vient, etc. etc. Et c'était super passionnant. C'était tout au début de la période où je travaillais avec Jean-François Master qui m'a dit « Vas-y ». Ah, ça c'était bien. « Vas-y, lâche-toi ». Donc c'était bien le seul, hein, parce que la communauté océanographe, le néodyme, pas trop. Quand le néodyme est redistribué dans les différentes masses d'eau de la circulation thermohaline, je vous montre là des vrais nombres de données dans la partie la plus nord de l'Atlantique, puis après un peu plus loin dans l'Atlantique. Je vous ai mis moins 13 ici et moins 4 là, la barre rouge, et vous voyez qu'on passe bien de valeurs négatives abondantes dans l'Atlantique Nord, et puis après on redescend, l'Indien est intermédiaire, l'Australie et l'Indien sont intermédiaires, on arrive dans le Pacifique avec des valeurs plus élevées. Et on est passé de 3 valeurs à 40, 50, 60, on a plus de 600 valeurs maintenant dans l'océan, mais on reste toujours avec cette variation entre les deux. L'autre chose qui était assez troublant, c'est que la composition isotopique de néodyme, epsilon, était relativement conservative. Donc ça, c'est un papier que von Boeckelsdorff a mis dans des lettres à nature en 99. Il a repris des mesures de Pilgras et des mesures de moi, et il a collé dessus, dans l'Atlantique ici, la salinité. Alors ça, c'est la... Donc là, je vous demande déjà de regarder la coupe colorée de fond. On regardera les profils de néodyme après par-dessus. Et vous avez ici la concentration en sel qui montre que vous avez une très très grosse langue là, qui est en fait l'eau nord-atlantique qui se forme dans les mers arctiques et dans le bassin du Labrador. Et vous avez la pénétration de cette langue d'eau qui va vers le sud. Et les eaux de surface plus chaudes, les eaux antarctiques intermédiaires et les eaux antarctiques de fond. Vous savez, il faut imaginer l'océan comme un grand millefeuille. Et ce que a souligné von Boeckelsdorff, on l'avait compris, mais lui il a écrit, c'était vachement bien pour lui parce qu'il est vachement cité. En fait, c'est que la composition isotopique de néodyme qui est acquise ici à moins 13, eh bien, on la retrouve dans cette eau nord-atlantique ici, on la retrouve ici, on la retrouve ici, elle remonte là. C'est un travail que j'ai publié, et puis après elle s'homogénise dans cette espèce de grande essoreuse qu'est le courant circumpolaire. Et donc en fait, que ce signal acquis ici, moins 13, il évolue le long de la circulation thermohaline, mais relativement lentement. Et en fait, au début, les gens disaient, mais alors, moins 13, moins 5, il évolue par mélange, mais comment il change? Où se fait le changement pour passer de valeur dans le bassin pacifique à moins 5, quand l'eau elle revient, elle repasse à moins 13. Comment ça se passe? Et alors, autre information, c'est que ce truc-là, c'est enregistré dans les sédiments. Alors ça, ce sont des enregistrements qui ont été publiés par Goldstein et Hemming. Donc vous avez ici l'Atlantique,
vous voyez qu'au fond, dans les sédiments métallifères de l'Atlantique, vous avez des valeurs négatives. Vous allez un peu plus vers le sud, vous avez des valeurs à -8 qui correspondent bien aux valeurs de l'eau aujourd'hui dans l'Indien. D'ailleurs, les premières mesures qui avaient été faites par l'équipe d'Onayan en 78-79, c'était sur des sédiments métallifères. Puis après, vous montez dans le Pacifique avec des valeurs beaucoup plus radiogéniques. Et ça a donné que mes collègues paléocéanographes se sont rués sur le néodyme parce que ça donnait un traceur, un colorant de la circulation thermohaline enregistré dans les sédiments. Alors, si la circulation thermohaline s'est arrêtée, il y a beaucoup de travaux qui ont été, et ben à ce moment-là, on n'avait plus de raison. On voyait remonter le signal du sud, c'est-à-dire des enregistrements avec des signaux plus radiogéniques. Si au contraire elle s'était accentuée, on s'attendait à avoir des eaux négatives venir du nord. Tout ça sans toujours très bien comprendre comment on passait de -13 à -4 en ne faisant que doubler la concentration. Je vous montre quand même un enregistrement spectaculaire des compositions isotopiques de néodyme en même temps que le carbone 13, ça doit être la seule diapo où je parle du carbone 13. Mais vous avez ici, donc on est interglaciaire d'aujourd'hui, et puis vous savez, les interglaciaires c'est impair et les glaciaires c'est pair. Et donc l'âge 2 c'était un glaciaire, l'âge 3 c'est interglaciaire, l'âge 4 c'est pair, etc. Et les paléocéanographes, sur la base du carbone 13, ont déjà dit, enregistré dans les foraminifères, ce dont nous a parlé Bruno hier, ont déjà dit, pendant les périodes, là j'ai reporté l'échelle du carbone 13 et l'échelle, enfin c'est pas moi, c'est Piotrowski, et puis ils ont reporté de telle façon que quand le flux de Nord-Atlantique Deepwater est fort, on a du carbone 13 ici dans les foraminifères qui est important, c'est la courbe noire. Et bien il a mesuré aussi la composition isotopique de néodyme dans les sédiments. Ça marche remarquablement bien. Quand la Nord-Atlantique Deepwater est forte, on va vers des valeurs plus négatives dans l'Atlantique Sud en néodyme. Quand l'Antarctique Bottom Water, c'est-à-dire les eaux du Sud sont plus fortes, on va vers des valeurs plus radiogéniques ici, c'est-à-dire moins négatives, de composition isotopique de néodyme, et les deux courbes collent parfaitement. Sauf que, après tout, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas former des eaux un peu moins négatives si par exemple la circulation elle se bloque ici? On n'est pas très loin de l'Islande qui est un volcan, on n'est pas très loin des rives médio-océaniques, on est à proximité de terrains qui sont à -10, donc on n'est plus à -15. Après tout, c'est pas impossible, parce que la formation, on n'avait toujours pas compris comment ça se formait cette flotte. Alors voilà, ça c'est un travail qu'on a fait, que j'ai commencé quand j'étais en fin de postdoc, qu'on a fait avec Kazuyo Tachikawa. Et n'ayez pas peur des flèches, c'est très simple. Vous avez ici, on a découpé l'océan, c'est pas nous d'ailleurs, c'est un modèle qui a été écrit par Wally Broker. On a pris le modèle du Pandora, et c'est un modèle qui te fait l'Atlantique surface, l'Atlantique profond, l'océan austral et Indien, qui est une grande zone de mélange, et regardez pas les chiffres pour l'instant, la boîte Pacifique, Indo-Pacifique, l'océan austral, la boîte Indo-Pacifique, et puis ici le Pacifique intermédiaire et le Pacifique de surface. Donc je reprends, vous êtes dans l'Atlantique Nord, Atlantique intermédiaire, Atlantique profond, l'Austral. Les flèches noires, c'est les flux d'eau échangés calibrés au carbone, 14. Donc ça c'était assez béton. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tourner la composition isotopique de néodyme en raisonnant de façon classique, c'est-à-dire en disant, depuis toujours, les apports à l'océan ont considéré les océanographes, dont moi, que le budget d'un bassin, c'était les apports des rivières dissoutes, pas particulières, c'était des apports atmosphériques avec une petite fraction, il va pas lire mon collègue, ouais, il y en a 0,5 à 7% selon l'élément de la poussière qui va se dissoudre et puis qui va arriver dans la mer. Et puis après, c'était les départs. C'est-à-dire qu'en fait, les termes d'apport, on ne considérait pas la matière déposée sur les marges, on ne considérait pas que le sédiment apporté par les fleuves pouvait relâcher de la matière. Parce qu'on n'avait pas les traceurs, en fait, c'est tout con. Et donc, ce qu'on a fait avec Kazuyo, c'est qu'on a essayé de jouer avec ces termes sources en disant, si on multiplie les rivières, et on n'arrivait pas à boucler notre budget. Alors, qu'est-ce qu'on a reporté? Maintenant, on va regarder les chiffres. J'ai reporté ici les concentrations mesurées en gris, les compositions isotopiques de ces différents réservoirs. -10, -11, on est dans l'Atlantique, -8,5, on est dans l'Austral, -5, on est dans le Pacifique, et ici, -3 dans le nord du Pacifique.
Et on a essayé de faire la même chose avec le modèle, c'est les chiffres en gras. Et on voit que là, bon, on y arrive à peu près en profondeur, on se débrouille bien une fois qu'on a fait des eaux de surface. Par contre, ce qu'on n'arrivait pas à faire, c'était dans les eaux de surface à faire des valeurs à -3, on arrivait au mieux à faire à -6 ou -7 ou -7, et même en forçant les termes d'apport, en les multipliant par 30, les rivières, alors c'est faux, en apportant de l'atmosphère, en dissolvant 30% des particules atmosphériques, alors quand elles ne sont pas entropiques, et ben elles ne se dissolvent pas, on n'y arrivait pas. Et donc on a considéré qu'ici, on n'arrivait pas à avoir un terme positif. Il nous en manquait un terme positif qui permette de ramener l'eau à -3 et ici à -4, etc., c'est-à-dire à amener des valeurs plus rouges. Et ici, au contraire, on n'arrivait pas, dans l'autre sens, quand l'eau revenait, on n'arrivait pas à changer la valeur isotopique à des valeurs aussi faibles que -15. On arrivait au mieux à -11. Donc il marquait un terme négatif. Et donc on s'est dit, est-ce que c'est les sédiments déposés sur les marges qui libèrent? Parce que quand même, on savait, même si la carte elle n'était pas établie, on savait qu'autour du continent ici c'était du rouge, et puis on savait qu'autour du continent ici c'était du bleu, sauf que le flux des rivières et le flux atmosphérique ne satisfaisaient pas assez les termes d'apport pour expliquer le changement. Donc c'est de là qu'est venue l'idée de l'échange aux marges. Et en fait, quand on dit ça, là aussi, on se heurte à certaines résistances, parce que les gens ont l'habitude de faire des budgets dans l'océan avec les rivières et puis avec les apports atmosphériques, et que quand même les sédiments des marges, ben, ils sont là et puis ils restent. Alors, ce qui est complètement, en plus, moi ça me paraissait fou, parce que quand on prend la poussière atmosphérique, on accepte qu'elle se dissout, mais pas la poussière qui vient des rivières. Bon. Et en fait, on a fait ce qu'on a fait, c'est comme on est un peu têtu, ben, on a fait du travail de terrain dans des régions qui ont eu la chance, enfin on a eu la chance aussi, hein, parce que quand je suis partie des États-Unis, j'avais laissé des bidons à des collègues en leur disant, est-ce que vous pouvez traverser cette zone-là? Je ne m'attendais pas à ce qu'on a trouvé, je vais être très honnête, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on a trouvé même. Donc on a eu de l'eau d'ici, puis de l'eau ici. C'est la même eau, en température, salinité, oxygène, nutritif. C'est la même eau là, et c'est la même eau là, elle fait juste le tour, parce que la circulation veut qu'elle fasse le tour. Sauf qu'en composition isotopique, à 200 mètres à peu près de profondeur, elle passe de -4 à -6, mais elle ne change pas de concentration. Et à 800 mètres, elle passe de -8 à -2 à peu près, elle ne change pas de concentration. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle a reçu, pour changer de composition isotopique, il a fallu qu'elle reçoive quelque chose. Pour ne pas changer de concentration, il a fallu qu'elle reperde sa composition isotopique. Et en même temps, alors là je vous montre la section ici en fer, donc c'était publié en 96, vous avez une section ici avec un maximum de fer, mais à 200 mètres de profondeur. Je ne vous dis pas, au départ, des papiers sont les apports éoliens qui scavengent, qui vont être reminéralisés ici. Mais alors pourquoi ils sont enrichis juste dans ce jet ici? Personne ne savait trop. Et en fait, les hypothèses qui sont sorties en 99, et puis nous, en 2001, où on a vraiment marqué la composition isotopique de l'eau, c'est qu'en fait, il y a un jet ici, il y a un gros courant très fort, qui s'appelle le jet équatorial, il vient se charger à cet endroit-là en néodyme, plus rouge, donc il change de couleur, et il se charge aussi en fer, et depuis on a vu qu'il se chargeait en plein d'autres trucs d'ailleurs, et d'ailleurs en fait il y a eu une campagne en 2006, c'est très lent hein, la recherche, vous vous rendez compte, 96 il a eu son maximum, nous on se disait peut-être que les marges elles apportent quelque chose, je suis partie de mon postdoc, j'ai quitté en 90 pour accoucher de mon aîné, et il fallait que, quand j'ai récupéré les bidons, c'était le postdoc, le master de François, c'est pour ça qu'on a fait le papier en 2001, bon. Et alors en fait, depuis il y a une campagne qui a fait de là à là et qui a bien montré, là on est à Hawaï et puis là on est le long de la côte de Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien qu'en fait le fer, il ne vient pas de l'atmosphère, il vient bien de cette région-là. Pourquoi est-il relargué exactement à cette profondeur? Depuis on a fait un travail un peu approfondi là-dessus. Donc là pour finir, donc en couplant les concentrations et les compositions isotopiques, nous on dit, avec notre traceur, l'eau elle arrive bleue, elle reçoit du matériel coloré en jaune, vous imaginez que les rapports isotopiques c'est un colorant, elle repart verte, et puis quand on ressoustrait, finalement on ressoustrait de la matière qui est verte, mais comme le stock de matière il est très très fort, ça ne se voit pas, alors que dans l'eau ça se voit. Et ça on l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là, on l'a vu là. Alors, une fois que tu as une hypothèse et qu'elle marche, c'est quand même vachement sympa, et du coup on a amélioré la modélisation de la composition isotopique de néodyme pour comprendre, nous, réconcilier les concentrations et les compositions isotopiques. Qu'est-ce que cette source,
Est-ce qu'elle est reliée à ce mécanisme de boundary exchange? Donc on a repris, on n'a pas été les seuls, on a travaillé aussi sur les échanges dissous particules. Eldorfin en 93 avait déjà commencé, mais il n'avait pas eu trop l'idée des marges. Et puis après, Tachikawa, et depuis il y a eu plein de travaux qui ont montré que les marges effectivement jouaient un rôle. Et on a fait une simulation avec Thomas Arzoux simultanée des concentrations et d'epsilon en couplant un modèle dynamique de circulation et de biogéochimie. Et ce qui nous a permis, je passe, donc on avait toutes ces données-là, on avait la carte, c'est pour ça que j'ai fait la carte en 2007, c'est pour ça que j'avais besoin des bassins versants et des marges, parce que nous, il fallait qu'on colore les marges pour voir si quand les eaux, elles passaient contre les marges, elles changeaient de couleur, voilà, c'est ce qu'on a fait. Et donc ici, vous avez le cycle complet, les apports fluviaux, les apports atmosphériques, la remobilisation sédimentaire et puis les soustractions. Et dedans, on a fait tourner epsilon et dans un modèle de circulation générale. Je passe sur les détails. Échange dissous-particules, on a considéré que le néodyme n'était pas plus con que le thorium et qu'il devait échanger entre les particules et les dissous. Et voilà, donc en fait, j'arrive au résultat ici parce que je voudrais avoir le temps de vous raconter l'histoire, sinon je passerai directement à... C'est pas grave. Je passerai directement à Géovide, ça sera plus sympa parce que vous devez en avoir marre. Et donc vous avez ici la simulation. Alors la simulation, c'est bien les modèles parce que ça vous peint une carte marine en bleu, là. Alors vous avez l'Atlantique, l'Indien à -8, hein, toujours la même échelle de couleurs, et le Pacifique qui passe effectivement vers des valeurs de -4. C'est la simulation optimale de Thomas Arzouz. Et ce que j'ai reporté par-dessus, enfin entre 800 et 5000 mètres, ce qu'il a reporté, parce que c'est lui qui a fait le boulot, c'est les compositions isotopiques de néodyme mesurées aux stations auxquelles on a des données. Donc, surtout le profil. Alors, vous voyez que globalement, on est quand même très cohérent dans l'Atlantique, dans l'Indien. Et dans le Pacifique, près des côtes, les données montrent encore des valeurs plus rouges que, en particulier là, etc. C'est probablement dû au fait qu'on a sous-estimé une partie des apports volcaniques dans le Pacifique. Et ici, vous avez un petit histogramme qui compare le flux d'apport des rivières dissous, le flux d'apport atmosphérique et le flux de ce que l'on a appelé cet apport des marges, qui pour l'instant, alors on voit un échange aux marges, car si on ne voyait pas d'échange, on aurait une énorme concentration de néodyme dans l'océan, qu'on n'observe pas. Donc c'est vraiment un échange. Par contre, cet apport des marges, on a montré depuis, c'est l'histoire que je n'aurai pas trop de temps de vous raconter, en fait, depuis qu'on mesure les isotopes, on mesure maintenant les isotopes de cuivre, on mesure les isotopes du zinc, on mesure les isotopes du nickel, on mesure les isotopes du strontium de façon très très précise. Et on a montré entre autres avec un collègue du JET et des postdoctorants avec lui, avec Eric Holkers, que ce mécanisme d'échange aux marges, il affectait tous les métaux, parce que quand on fait les isotopes du nickel, du cuivre, etc., tant qu'on ne les faisait pas, leur budget, apport des dissous des rivières, apport de l'atmosphère, concentration dans l'océan, tout va bien. Je vous rappelle que les concentrations ne voient qu'un bilan et on s'aperçoit que le budget isotopique de tous ces machins-là n'est pas bouclé. Et que le terme qui manque, c'est très probablement le terme source. Donc on est avec Derek Vance, c'est maintenant à 3-4 labos maintenant à travailler sur cette question du ternaire, hein, de l'échange particules dissous, et quels sont les processus qui libèrent des éléments chimiques à l'interface ternaire. C'est vraiment... Encore, c'est comme le thorium, le néodyme, c'est sympa, mais c'est pas comestible, on s'en fout complètement en fait, ça n'a aucun intérêt autre que d'être un traceur qui a révélé quelque chose. Et maintenant, dans l'histoire que je voulais vous raconter, on se préoccupe par exemple, on fait des expériences en réacteur pour voir à quelle vitesse ça se passe, on voit que ça se passe, on voit que le strontium est libéré, on voit que le néodyme est libéré, on voit que le nickel est libéré. On va essayer de quantifier mieux les cinétiques. Et alors, grosse surprise, on voit aussi que la silice est libérée. Et la silice, c'est pas la silice de... N'en déplaise à la communauté qui travaille ici beaucoup sur la silice biogénique, c'est la silice lithogénique, c'est-à-dire le caillou, silice qui est libéré. Donc là, on est en train de se préoccuper vraiment du mécanisme qui dissout de la silice lithogénique. Pourquoi? Et c'est peut-être là-dessus que je vais finir, avant de vous montrer le petit diaporama sur Géovide, hein, parce que j'avais promis. Pourquoi c'est important de se préoccuper de la silice? Parce que c'est un élément nutritif, comme le fer, comme le nickel, comme le cobalt, etc. Donc c'était vraiment important de boucler bien ces budgets-là, et c'est vraiment de la recherche en cours. Pourquoi? Parce que la silice, elle n'a pas échappé au reste. Les budgets classiques, c'est on prend la silice des rivières,
On prend les petites poussières atmosphériques, on dit qu'il y en a 0,5 à 1% qui libèrent 0,5 à 1% de leur silice, et avec ça, on fait un budget de concentration de silice. J'ai regardé les papiers du directeur du LEMA. Le flux sortant de silice, on le connaît à un facteur 2 à 10 près. Donc en fait, entre les deux, il y a une marge d'erreur réelle. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a des apports, on dit qu'il y a des départs, et puis on a la concentration minime. Les isotopes, c'est compliqué parce qu'il y a tout un fractionnement biologique, etc. Sauf qu'on ne considère pas cette dissolution d'origine lithogénique. Et en fait, une première évaluation à la louche montre qu'on double très certainement l'apport de silice des rivières avec ces départs lithogéniques. Et donc, il faut qu'on comprenne d'où vient cette silice qui n'est... Moi, là aussi, comme j'ai dit, à mes collègues, alors vous les connaissez un peu, hein, mes collègues biologistes et géochimistes qui s'occupent de la silice biogénique, je leur ai dit, mais j'ai l'impression que dans l'océan, des fois, on libère de la silice lithogénique. Je mets de la chef dans le poumon, donc je n'ai pas d'acide fluorhydrique dans mon eau, j'ai l'impression, à cause des expériences qu'on a faites, et donc il faut qu'on comprenne le mécanisme. Donc on ne va pas plus loin que ça dans l'hypothèse, mais le récent budget de la silice publié par Paul Tréguer et Christina de la Rocha ici tient compte des travaux qu'on a fait avec le néodyme, dans lesquels on taquine très sérieusement la communauté en disant mais les apports des marges. Et alors depuis, pour anticiper à la question que Jérôme pourrait poser, qu'il a posée sur l'hydrothermalisme, on fait les campagnes de section géotrace où on mesure plein d'éléments chimiques et on voit des maxima de cuivre, des maxima de zinc, près des marges. Donc on a les apports d'hydrothermo et les apports des marges qu'il faut absolument qu'on arrive à mieux contraindre. Et on pense, quand on était à Laszlo en février dernier, on avait fait des posts en disant qu'est-ce qu'on a commencé à comprendre un peu mieux avec Géotrace. Mais en fait, on identifie ces deux sources-là qui paraissent sous-estimées jusqu'à présent.